Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Pourquoi tu lis. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir en interview Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Célie. Comment ça va Mathilde ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis honorée et ravie de faire partie de ce podcast. Avec grand plaisir. C'est un podcast qui est un petit peu spécial. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est ma première interview. Donc c'était déjà un événement. Et ensuite, normalement, le principe du podcast, c'est que je vais chez les gens pour voir aussi leur intérieur et la manière dont ils ont agencé leur bibliothèque. Donc est-ce que, comme là, en ce moment, on n'est pas chez toi, Mathilde, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, me dire comment c'est chez toi ? Parce que j'y suis jamais allée. Avec plaisir. Donc chez moi, pour l'instant, il n'y a pas de livre en bas. À mon grand désespoir, les bibliothèques ne sont pas encore arrivées. Par contre, j'ai mis les bibliothèques dans la chambre et dans le dressing qui fait aussi office de ludothèque et donc de bibliothèque. Donc il y a quand même des livres un peu partout puisque j'ai tendance à semer mes lectures derrière moi puisque j'en ai plusieurs en cours en même temps. Et donc... oui, chez moi, ça ressemble à un endroit où les livres sont regroupés et après, je les sème comme le petit poussé. C'est super intéressant. Alors déjà, j'ai entendu plusieurs choses. Donc, ton rapport à la lecture, donc tu lis. Est-ce que tu Tout à lis fait. Quotidiennement ? Oui, je lis quotidiennement et même plusieurs fois par jour. Enfin, je peux pas m'en empêcher. En fait, c'est plus qu'une passion, je dis souvent que c'est un besoin. Parce que vraiment, je peux pas m'en empêcher. C'est un peu presque comme une drogue. Ok, donc presque comme une drogue. Donc vraiment, c'est quelque chose de viscéral. J'avoue que c'est peut-être un peu fort comme terme, mais oui, c'est vraiment un besoin. C'est-à-dire que je ne sors pas de chez moi sans un livre, voire plusieurs parce que j'oublie que j'en ai déjà un dans mon sac à main. Ça, c'est véridique. Il m'est arrivé d'en avoir 3 dans mon sac à main, que bien sûr, je vais essayer de lire dans la journée au travail, par exemple. Mais oui, c'est vraiment viscéral, c'est le bon mot, je pense. D'accord, et ça a toujours été comme ça ? Aussi loin que je m'en souvienne, oui. Ouais. Ok, est-ce que tu peux nous raconter du coup un souvenir d'enfance, quelque chose... C'est quoi ton premier souvenir de lecture ? Est-ce que tu as un souvenir très précis ou peut-être une impression ? Alors, c'était pas de la lecture en tant que telle, c'était mon papa qui me racontait des histoires qu'il inventait lui-même. Alors, j'ai plus de souvenirs de ces histoires à part le nom du héros qui s'appelait Alec. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne m'en souviens pas. Par contre, les souvenirs de lecture, c'est quand j'allais au supermarché avec mes parents et j'avais un crédit limité en matière de livres, donc je pouvais prendre ce que je voulais. Et c'était la série des Grands Galops, si tu veux tout savoir, parce que je faisais partie de ces enfants qui étaient passionnés de cheval. Et donc, toutes les semaines ou presque, j'avais mon grand galop et c'était un peu un rituel que j'attendais pour aller acheter le nouveau parce que j'avais fini l'ancien, etc. D'accord, donc la lecture pour toi c'est associé à la famille, au rituel, à quelque chose qui revient... Mais en fait, ça c'est vraiment partie de ton quotidien, si je comprends bien. Oui, ce qui est étonnant, c'est que mes parents ne lisent pas, ne sont pas des grands lecteurs. Mes parents lisent de temps en temps, mais par rapport à ce que moi je peux lire, effectivement, ils se considèrent pas comme grands lecteurs. Donc je sais pas d'où ça vient. En vrai, parce que dans mon entourage, j'ai pas de très grands lecteurs et de très grandes lectrices. Mais voilà, ça m'est tombé dessus. Je suis tombée dedans quand j'étais petite pour avoir une image littéraire, encore une fois, mais... oui, c'est quelque chose que j'associe malgré tout à la famille parce que ça n'a jamais été « Ah, tu lis, tu ne fais rien ». Tu lis, c'est une occupation, là où d'autres enfants pouvaient aller avoir des activités sportives ou culturelles, créatives, entre guillemets, comme, je sais pas, la peinture, ce genre de choses. Moi, c'était la lecture. Trop bien. Alors, tu me parlais de la série Grand Galop. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te plaisait particulièrement dans cette série ? Alors je pense que j'aimais bien, outre le fait que il y avait des chevaux, c'était des cavalières, c'était 3 amies qui surmontaient des aventures qui n'arriveraient pas du tout dans le monde réel, hein, on va pas se mentir, mais qui s'appuyaient sur l'amitié. Elles avaient un club dont elles étaient membres, elles avaient des petits badges et c'est quelque chose qui, je pense, comme j'étais une enfant
enfant unique et j'étais assez introvertie. J'avais des amis, mais pas ce groupe de copines peut-être où elles se voyaient tout le temps à l'école, etc. Et c'est quelque chose peut-être qui me faisait envie et je vivais par procuration comme le 4e membre peut-être à travers la lecture justement. D'accord, le 4e membre de ce groupe de copines, quoi. Ok, et du coup, ce qui m'a beaucoup interpellée tout à l'heure quand tu as décrit ton intérieur, c'est que tu as dit que tu semais des livres derrière toi. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette image-là ? Alors, je sème des livres, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime bien, qui est très particulier ou pas, parce que je peux être à fond dans une lecture et ne plus lire que ça. Et en même temps, j'ai toujours un recueil de poésie ouvert, en cours, un autre roman parce que j'aime bien avoir plusieurs histoires en même temps. Et je les sème parce que effectivement, ça revient à ce besoin de lire. Et dès que j'ai quelques minutes entre le travail, le chien, etc., je les prends à lire pour avancer. Et parce que j'aime bien aussi cette histoire de compléter une lecture, c'est satisfaisant. Également de pouvoir refermer le livre et c'est un peu triste, mais de quitter les personnages et les aventures pour passer à autre chose et une autre aventure qui m'attend au coin d'un prochain livre. D'accord, et donc toi, tu fais partie de cette catégorie de personnes qui lit plusieurs livres en même temps. Exactement. Est-ce que tu lis quoi ? C'est les mêmes livres, enfin le même genre de livres ? Tu lis des livres très différents ? Tu parlais de poésie tout à l'heure ? Oui, alors généralement j'essaye d'avoir un essai politique ou féministe, j'essaye d'avoir une fiction, donc que ce soit des littératures de l'imaginaire ou de la fiction plus contemporaine. Et de la poésie, effectivement, pour essayer de varier un peu selon les moments de la journée. C'est-à-dire que le soir, je vais pas lire de politique parce que ça va me faire enrager ou ça va m'angoisser. Et donc là, c'est plus la fiction, mais c'est vrai que la journée, c'est selon les envies aussi, selon les moments de la journée. Un peu comme on prendrait d'abord le matin un café bien fort en caféine et le soir un déca par exemple, ou un thé ou une infusion. Moi c'est pareil, c'est un peu pour décompresser, c'est selon les moods de la journée aussi, j'ai envie de dire. Les moods et les moments de la journée. Ouais, c'est marrant cette analogie entre les livres, sortes de livres, les genres de livres et puis les boissons. C'est un peu un j'ai envie de dire un peu comme de l'essence dans une voiture pour l'esprit. La lecture, à mon sens, c'est un peu comme ça que je le vois également. Est-ce que tu as vraiment des genres de prédilection, genre des livres que tu adores lire, où vraiment tu sais que peu importe qui est l'auteur, tu vas te régaler ? Alors je fonctionne beaucoup par auteur et autrice. Alors je lis, c'est peut-être très polémique, mais je lis beaucoup plus d'autrices que d'auteurs maintenant. C'est plutôt les auteurs et les autrices dont je sais qu'ils vont pas me décevoir. Par exemple, Becky Chambers, je sais que j'ai dévoré toute sa bibliographie actuelle disponible en français comme en anglais d'ailleurs, tout est lu. Je sais que j'attends avec impatience son prochain livre. Et je fonctionne comme ça par coup de cœur, par personne, parce que je me renseigne derrière aussi sur la personne. Parce que séparer l'œuvre de l'artiste, je pense que c'est pas possible. Promis, je me lance pas trop sur la politique. Il n'y a pas de problème. Mais le vécu de la personne derrière, pour moi, infuse tellement son écriture que on peut pas décorréler. Et donc, quand une personne me touche, je vais être plus encline, si en plus bien sûr la littérature me touche en elle-même, sa plume me touche, je vais être encline à attendre avec impatience et à acheter Day One, le livre dès qu'il sort. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Becky Chambers ? Alors Becky Chambers, c'est une autrice américaine qui est, il me semble, lesbienne, donc queer, et qui dans sa plume dans ses romans met énormément de diversité dans les personnages. Alors je rentrerai pas dans les détails pour pas divulgacher, mais c'est souvent des thématiques très sur la diversité, sur la manière d'aborder le rapport à l'autre à travers le filtre de la science-fiction, puisqu'il y a des races humaines et non humaines. Dans les races humaines, il y a des personnes qui sont queer, qui appartiennent au LGBTQIA+, et qui font face
à des manières plus traditionnalistes, à des espèces qui n'ont pas la même manière de communiquer que nous. Je pense que ça s'appelle les éluons, j'espère que je le prononce bien, qui communiquent à travers les couleurs sur leur visage. Et donc, la manière dont les humains s'habillent, dans le monde toujours de Becky Chambers, va choquer ou non cette espèce en particulier parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Et je trouve que dans les littératures de l'imaginaire en général, on pourrait dire ça aussi avec la fantasy, avec les différentes races, par exemple les nains, les elfes, tout ça, que ça permet d'envisager d'autres manières de communiquer avec des gens qui ne sont pas nous. Alors nous, forcément, ça reste entre les êtres humains, fatalement, mais même pas, en fait, avec les animaux non humains également. Et c'est la force de la plume de Becky Chambers de nous projeter en quelques pages, en fait, dans un autre univers, dans une autre galaxie, avec des créatures à moitié homards, à moitié mille pattes, et pouvoir se concevoir de l'empathie envers ces personnes et comprendre, en fait, qu'on n'est pas pareil, mais qu'il faut faire des efforts, en fait, pour aller vers l'autre, pour le comprendre. Et que c'est pas en voyant l'univers, c'est le cas de le dire avec Becky Chambers, à travers notre prisme de petit humain, entre guillemets, de petite humaine pour mon cas, que je vais pouvoir comprendre les autres. Et même mes compatriotes, entre guillemets, humains, c'est pas à travers mon prisme seul que je vais pouvoir les comprendre. C'est en s'ouvrant aux autres, et la littérature pour moi m'aide beaucoup sur ça. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, en fait, de ce que ça t'a apporté, parce que t'as l'air très enthousiaste oui. de l'imaginaire et puis de cette autrice, et du coup c'est ce que j'allais te demander, c'est qu'est-ce que toi ça t'apporte de lire Becky Chambers Alors moi ça m'apporte déjà tout simplement du loisir, je cherche le mot, de l'évasion. Au sens propre, puisque c'est de la science-fiction, donc elle nous projette dans l'espace d'un an, l'archive de l'Exode, etc., dans de la science-fiction pure, j'ai envie de dire, très axée sur l'humain, sur la psychologie, mais quand même de la science-fiction avec des mondes des mondes qu'on ne connaît pas, mais aussi sur justement ce rapport à l'autre qui, moi, m'aide à envisager clairement la manière dont je peux dialoguer et comprendre les personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue que moi, les mêmes opinions politiques que moi, et comment faire société avec ces personnes. Et oui. C'est des personnes, et à travers la science-fiction, mais elle a aussi écrit pour l'instant un diptyque, mais le troisième est en cours de rédaction de ce que j'ai compris, qui est un psaume pour les recyclés sauvages, qui est vraiment un banger absolu, mais vraiment, c'est un monde analogue à la Terre. C'est une lune d'une planète, en fait, qui a vécu un peu comme ce qu'on est en train de vivre, la fin d'une société, avec le tout machine, avec la ruine de la planète, clairement. Et donc, c'est une société qui a survécu, donc c'est du post-apocalyptique, entre guillemets, mais où on s'en est bien sorti avec les low technologies, avec une consommation plus frugale, sobre, etc. Et donc, c'est une moine de thé, puisque c'est une personne non genrée, qui, donc sur la traduction en plus, il y a un gros travail qui moi me passionne au niveau de la langue, et ça permet cette personne dialogue avec un robot, et donc c'est un conte philosophique qui est hyper intéressant sur la manière de voir les choses, la manière de voir les choses si jamais les machines avaient une conscience, acquérir une conscience, ce qui est le cas dans ce livre, qui est en fait les machines ont fait sécession des humains et sont partis vivre de leur côté, parce que ça ne leur plaisait plus d'être simplement des machines, et ayant acquis une conscience, être au service de l'être humain, ça ne leur convenait plus. Donc les humains ont dû s'adapter, mais ça c'est le propre de l'être humain que de s'adapter de toute façon. Et pour en revenir, ce que ça m'apporte, c'est une nouvelle façon de voir le monde. Donc je ne dis pas que je vais voir le micro qui est devant moi comme un être humain à part entière, un être à part entière, mais simplement voir que des personnes qui vivent de manière complètement différente de moi, comprendre pourquoi elles vivent comme ça, est-ce qu'elles l'ont choisi, quels sont les mécanismes sous-jacents qui créent cette manière de vivre et de voir le monde, et oui, encore une fois, comment on peut faire société avec ces personnes qui, a priori, n'ont pas la même manière de voir le monde que moi je peux l'avoir. Oui, tout à l'heure tu parlais de communication et de langage avec
les personnages qui changent de couleur. Les élions. C'est hyper intéressant. Tu t'as dit aussi, t'as évoqué le fait que le travail de traduction avait été... c'est très important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton rapport avec l'écrit et avec les mots? Parce que je crois savoir que ça fait vraiment partie de ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça fait partie de ma vie à plus d'un titre parce que comme j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'écrire. J'écris de la poésie et je me désigne depuis peu, j'ai le courage de me dire poétesse, outre mon... Voilà. Et c'est aussi mon métier, puisque je suis éditrice de contenu et traductrice. Donc les mots font partie de ma vie pour le loisir et pour la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je pense qu'on peut tout dire. L'important, c'est la façon de le dire. Et pour revenir à donc, le psaume pour un recyclé sauvage, c'est de la traduction. J'ai pas lu la version anglaise, je l'avoue pas encore, j'aimerais bien. Mais la traduction et notamment l'écriture non sexiste, qui est une autre manière de dire écriture inclusive. C'est un autre sujet, mais l'écriture inclusive, les gens pensent que c'est le point médian et ça cristallise énormément de positions et de débats qui n'ont pas lieu d'être. Donc l'écriture non sexiste permet justement la manière dont on codifie à l'écrit une personne qui ne se genre ni au masculin ni au féminin, en français, qui est quand même une écriture très genrée. Et c'est quelque chose qui est en évolution permanente, puisque de toute façon la langue française est en évolution permanente. Et c'est comment on peut amener, moi en tant que professionnelle de l'écriture, en tant que traductrice et éditrice, comment on peut amener remettre plus de féminin dans la langue française, qui est déjà un très gros débat. Au niveau de mon métier, on n'est pas encore à la neutralité, parce que c'est encore très peu codifié. Est-ce que tu peux nous dire dans quel domaine est-ce que tu travailles? Alors je travaille dans le domaine de la tech, qui est un milieu très masculin, et donc moi mon rôle et mon credo aussi un peu, je l'avoue, c'est de remettre un équilibre en utilisant l'écriture non sexiste dans ce domaine. Donc en montrant aussi que c'est possible sans utiliser ce fameux point médian qui attire tous les problèmes, entre guillemets, et les débats. Montrant que c'est possible d'utiliser une écriture, une langue française inclusive, non genrée, enfin pas non genrée, pardon, je reformule, mais qui est non sexiste, voilà, dans un domaine qui est effectivement très masculin par tradition. D'accord. Et du coup, ça m'intéresse de ouf. J'ai du mal à voir du coup ce que c'est vraiment l'écriture non sexiste, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de l'écriture inclusive. Du coup, la différence, donc j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose avec le point médian. Il y a quoi d'autre comme différence? Alors, j'utilise l'expression écriture non sexiste parce que justement c'est politique, hein, vraiment là, parce que effectivement il y a ces soucis avec le point médian, c'est qu'on entend maintenant actuellement chez les personnes très conservatrices de la langue française qui parlent d'écriture inclusive, c'est le point médian. On va mettre un point médian pour dire lecteur-lectrice, on va mettre lecteur, point médian, is, ou lecteur, point médian, is, point médian, s, s'il y a du pluriel. Et donc, ça pose énormément de problèmes d'accessibilité pour les personnes qui sont dyslexiques, par exemple. Et moi, mon but, en utilisant l'écriture non sexiste, c'est qu'on peut utiliser alors c'est très technique, mais on peut utiliser ce qu'on appelle des termes épicènes, c'est-à-dire mettre lecteur-lectrice, par exemple, ou le lectorat. Utiliser des termes qui sont neutres au niveau du genre. Alors au niveau par exemple, la clientèle, pour parler de cliente et client. Si on veut pas mettre cliente-client à chaque fois, on met la clientèle. Les internautes, pour pas parler d'utilisateurs, utilisatrices, ou visiteurs, visiteuses. Voilà, c'est toute une gymnastique, à acquérir, pour faire que le texte est inclusif sans utiliser ce point médian qui cristallise vraiment les oppositions et qui sont... en fait, moi, mon but, c'est pas de mettre le féminin partout. C'est d'avoir une égalité, en fait, de représenter toutes les personnes qui peuvent lire notre site, en l'occurrence. Et si le point médian
ça pose problème à la fois au niveau d'accessibilité, ce que je peux complètement comprendre, mais à la fois l'argument que je ne peux plus entendre, c'est mais c'est moche, parce que j'ai déjà eu cet argument, qui est pas, en fait c'est une question d'habitude pour les personnes qui n'ont pas de problème de lecture, c'est juste une question d'habitude, en fait on prend le pli. Et bien soit je le mets pas, mais la langue française est suffisamment riche pour avoir d'autres moyens à travers ce qu'on appelle donc les termes épicènes, qui sont, comme je disais, la clientèle, les internautes, etc., qu'on peut utiliser pour contourner ce souci. Et il m'arrive de non sexiser un texte, si je puis dire comme ça, sans utiliser une seule fois le point médian. Et c'est faisable, c'est juste... Oui, qu'il faut prendre l'habitude, c'est juste une habitude d'écriture. C'est absolument passionnant ce que tu me racontes. Je bois tes paroles. J'écoute, tu viens de m'ouvrir je peux en parler pendant des heures, des portes et des perspectives. Je trouve que c'est déjà très enthousiasmant et passionnant. Merci beaucoup pour ce partage. Je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que, du coup, on peut aborder, maintenant qu'on a vu l'écriture d'un point de vue professionnel, est-ce qu'on peut, du coup, revenir sur ton statut de poétesse ? Avec plaisir. Parle-nous de comment est-ce que tu écris, quelle place a l'écriture, pour le coup, dans ta vie privée, donc en dehors de ton travail ? C'est un besoin, encore une fois, comme la lecture, c'est un besoin que j'ai... tu pendant longtemps pour une question de légitimité, en fait, de sensation d'illégitimité. Qu'est-ce que j'aurais bien à dire, moi, petite personne du nord de la France qui n'a pas de problèmes fondamentaux, qui pourrait intéresser les gens. Après, j'ai compris, j'ai mis du temps, mais j'ai compris qu'en fait, j'écrivais d'abord pour moi, dans le cadre du journal que je tiens presque tous les jours, en fait, avec mes états d'âme, clairement. C'est un journal intime, donc que je ne relis pas généralement. C'est-à-dire que ce qui est posé, je ne reviens pas dessus parce que c'était à un moment donné. Et comme je l'ai toujours en tête, c'est pour me décharger l'esprit, mais je l'ai toujours en tête, mais de manière plus distanciée, parce qu'il y a eu la page entre nous, entre moi et moi. C'est très bizarre à dire, mais c'est un peu ça. Donc je ne relis pas, mais j'écris aussi pour les autres, dans le cadre des poèmes que je publie sur mon compte Instagram, notamment. Je n'envisage pas je ne ferme pas la porte à une publication. J'aimerais beaucoup être publiée pour mes poèmes. Ce serait un achievement. J'utilise beaucoup d'anglicisme, désolée, c'est une formation professionnelle. C'est la tech, exactement. Ce serait un succès vraiment pour moi, un achèvement, un accomplissement, voilà, pour moi de publier un jour mes textes. Ça demande énormément de travail, de reclassification, pas de réécriture, parce que je pense que, en tout cas moi, ce que j'écris me plaît. Peut-être de réécriture, je sais pas, en vrai, faudrait que je me repenche dessus. Mais sur les poésies, j'écris pour les autres aussi, parce que je suis persuadée que la poésie, c'est le plus court moyen d'atteindre l'âme d'une personne, enfin de relier l'âme d'une personne à la mienne en juste quelques mots. Je parle pas des haïkus parce que c'est un exercice très compliqué avec une métrique très stricte. Mais pour moi, les poèmes en vers libre, même s'il n'y a pas de rime, etc., c'est à mon sens, le meilleur moyen d'exprimer ce que j'ai dans ma tête et qui pourrait faire écho à d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de ton compte Instagram, si jamais il y a des personnes qui veulent aller lire tes poèmes ? Bien sûr, avec plaisir. C'est Mathi, M-A-T-H-I, _, donc le tiré du 8, la _ fille _ qui. Parce que je fais beaucoup de choses en plus des poésies, donc c'était le pseudo générique pour regrouper tout ce que je peux faire. Mais effectivement, vous trouverez beaucoup de lectures et de retours de lecture et de poèmes. Surprise, je ne pense pas. Mais voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des sujets que tu abordes dans ta poésie ? Est-ce que tu as des sujets de prédilection ? Alors oui, j'ai des sujets de prédilection, les émotions, ce que je peux ressentir. Je suis une personne hypersensible, donc je ressens tout fois 1 million, tu le sais très bien. Spoiler alerte, Célie est une psychologue très fine au niveau du tirage de cartes, je vous le dis. Alors je suis pas psychologue, mais effectivement. Mais elle a une analyse très fine de ce qu'on peut ressentir, et quand elle vous connaît un peu, elle vise...
Droit au but, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est gentil pour la publicité. Si jamais vous voulez qu'on en discute, prenez rendez-vous pour un accompagnement de bibliothérapie. Exactement, à travers les livres. Encore une fois. Donc oui, les thématiques sont effectivement mes émotions, la manière dont je peux ressentir les choses, mon lien à la nature, qui est très, très important pour moi, que j'ai redécouvert très récemment, il y a 1 an ou 2, vraiment, et ma colère au niveau politique, parce que je suis quelqu'un, je pense, d'assez engagé sur les luttes des droits des femmes et des personnes pour l'égalité, en fait. Simplement, ce que je demande, ce que je souhaiterais, c'est que tout le monde ait les mêmes droits et qu'il n'y ait pas de privilèges indus. Mais apparemment, c'est trop demandé dans notre société. Donc j'essaye de passer ça aussi à travers mes poèmes, ce qui est une émotion aussi, la colère. Tout à fait. Oui, c'est les émotions, la colère, plus les émotions fortes, les peurs que je peux avoir, la colère que je peux ressentir vis-à-vis de toutes les inégalités qu'on peut rencontrer dans notre société, dans mon travail d'élu CSE syndiqué au sein de mon entreprise aussi. Tout se regroupe en fait et j'en tire une matière pour les poèmes qui est malheureusement, ou heureusement pour mes lecteurs et lectrices, je ne sais pas, inépuisable en tout cas à l'heure actuelle, parce que effectivement j'ai souvent l'impression de tourner en boucle, mais mine de rien j'arrive à toujours écrire du nouveau, donc c'est que c'est et à dire des choses nouvelles, donc oui. C'est une manière d'exprimer tes émotions. Oui, exactement. Est-ce que tu écris par besoin viscéral, sous une impulsion, ou est-ce que tu réfléchis beaucoup avant à ce que tu vas poser sur le papier ? Alors c'est un peu des deux. Il y a des moments où je vais pas me réveiller, mais il y a une idée qui va comme ça popper, il faut que je l'écrive parce que c'est une image que j'ai en tête, ou alors 2 vers qui vont, je trouve, bien ensemble, et donc je vais tresser à partir de cette ébauche. Et parfois il peut y avoir, là par exemple j'ai une idée depuis quelques semaines sur la manière d'appréhender le temps qui passe. Moi je trouve ça hallucinant que parfois le temps passe extrêmement vite et parfois il traîne en longueur comme un jour sans fin. Enfin vraiment c'est quelque chose que j'ai en tête et je sens que le moment est pas encore venu, l'idée a pas atteint sa maturité pour que je puisse l'écrire. Et donc j'essaye de temps en temps de poser des vers, des mots, mais ça, je suis pas convaincue. Et à d'autres moments ça va se débloquer et je vais écrire voilà ce qui vient. Parce que le moment est venu et je pense que chaque chose arrive au moment où il doit arriver. Et j'ai appris à pas forcer en fait, parce que c'est le meilleur moyen de tout casser et de bloquer. Comme un engrenage en fait, c'est un peu un engrenage délicat en quelque sorte. Et si on force trop, comme ça a pu m'arriver, si je me mets la pression parce que je dois écrire, mais même dans mon journal, je me mettais une pression de fou en me disant... oui, mais là, quelqu'un va surgir du néant, va voir que le 17 mars, entre le 16 et le 18, tu n'as pas écrit, c'est pas bien. Et j'ai appris à me lâcher la grappe, en fait, clairement, c'est ça. Vas-y, on verra. C'est pas grave si t'écris pas tel jour, et c'est pareil pour les idées qui peuvent me venir. Si je sens que je suis pas convaincue, parce que j'écris, c'est que le moment est pas venu, et c'est pas grave, ça va venir. Et puis si ça vient pas, c'est pas grave, en vrai. C'est Elisabeth Gilbert, l'autrice, je crois, de Manche Priem, qui a écrit dans Comme par magie cette histoire de l'idée qui m'est vraiment restée, qui dit que si l'idée reste, c'est qu'elle était pour toi, et si elle s'en va, c'est pas grave, c'était pour quelqu'un d'autre, ou elle reviendra. Et vraiment, je suis convaincue par cette idée de si l'idée doit revenir, soit elle reste, et elle mature, comme là, cette histoire de rapport au temps, soit elle s'en va, parce que c'était pas pour moi, et puis tant pis. Ou alors elle reviendra, et puis là, elle reviendra avec force, et... elle poussera la porte et il n'y a pas de problème, je serai là. Ouais, dans ce que tu racontes, on a vraiment l'impression qu'il y a un processus d'écriture qui est que tu vas avoir une idée et puis tu vas effectivement la faire maturer, pour reprendre de l'inspiration, des petites choses à droite, à gauche, etc. Et qu'à un moment donné, quand c'est prêt dans ton esprit, quand ça devient clair, paf, c'est là que ça... T'as un peu comme une éclosion de fleurs, j'ai l'impression que ça... Alors moi j'avais l'histoire d'une cuisson qui achevait, mais c'est un peu ça. Mais... Effectivement, il y a plein d'images, là, comme tu disais, le fait de tresser en fait les choses, ça me parle aussi. J'ai vu ton nez pétiller à ce moment-là. Est-ce que tu écris tous les jours, du coup ? Non, pas tous les jours.
Non, pas tous les jours. Après, parfois, ça peut me prendre... où j'ai 2 heures, je prends le papier mais vraiment le papier qui traîne, la vieille enveloppe qui est là, qui est blanche, qui attend que ça. Ou alors même sur mon téléphone, sur WhatsApp, il est possible de s'écrire à soi-même et donc de modifier les messages autant qu'on veut. Et donc dès que j'ai une idée, je parlais de 2 vers qui viennent comme ça, qui me semblent aller bien, qui forment une image en fait, je l'écris comme ça, je le perds pas. Et si j'y reviens pas, c'est que c'était beau, voilà, c'était beau comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas matière à tisser pour reprendre cette image. Mais s'il y a besoin, c'est là. Et j'écris pas tous les jours, par contre, je veux pouvoir écrire si j'en ai besoin. Oui, j'allais te demander, est-ce que tu fais partie aussi de ces personnes qui ont les meilleures idées quand elles font totalement autre chose, c'est-à-dire quand elles se baladent, quand elles prennent leur douche, quand elles sont aux toilettes? Oui, quand j'ai les mains prises, souvent aussi quand je suis en train de cuisiner, quand je suis en train de faire complètement autre chose, je fais partie de ces gens effectivement qui vont avoir l'idée au mauvais moment entre guillemets, mais c'est quelque chose d'humain qui me semble a été prouvé par des études, qu'effectivement comme notre esprit il est en mode automatique puisqu'on fait autre chose, pendant la méditation aussi ça peut arriver, de pouvoir se concentrer justement sur autre chose et d'avoir les idées. Donc je fais partie de ces gens, oui. Ouais. Effectivement. Et bien sûr, à ce moment-là, je n'ai pas de quoi écrire. Oui, c'est ça, sinon c'est pas drôle. Et du coup, t'arrives à attraper ton portable pour t'envoyer un message sur WhatsApp ou pas du tout, ou des fois... Ou alors si c'est dans le cas où je suis au volant, par exemple, ça peut m'arriver en train de conduire, et je répète le truc jusqu'à ce que j'arrive à destination, ou jusqu'à ce qu'il y ait un feu rouge qui me permette d'attraper le téléphone, effectivement, pour écrire. Et sinon, j'essaye d'attraper le premier truc qui passe pour pouvoir écrire, pour pas la perdre. Mais ça m'arrive de parler toute seule dans la voiture, par exemple, ou chez moi. Alors il y a mon chien qui me regarde en pensant que je lui parle, mais non, pas du tout. Je lui déclame de la poésie. Écoute, c'est un chien ultra privilégié. C'est un chien instruit. C'est un chien instruit. Mais voilà, j'essaye de garder le plus possible pour éventuellement l'avoir par écrit, pour le figer en quelque sorte. Même si parfois quand je l'écris, c'est pas la même exactement façon de faire. Alors ça me semble pas moins bon, mais différent. Et je me dis que ça devait être comme ça, et puis voilà quoi. Ok, et du coup, est-ce que ça t'arrive d'avoir par exemple, tu parlais de la colère tout à l'heure, est-ce que ça t'arrive d'avoir des pulsions de colère et du coup de poser par écrit cette colère et que ça te fasse du bien ? Comment ça se passe ? Est-ce que ça te calme ou pas du tout ? Cette colère-là, elle est toujours là et elle reste ? Alors, elle est toujours là. J'ai pas trouvé d'autres moyens, effectivement, plus sains de la faire s'évacuer. Par contre, je la garde pour essayer de structurer mon propos. De pas sortir en quelque chose de contre-productif, en quelque sorte. Pour être comprise, en fait. Pour essayer de structurer mes propos, parce que c'est ce qui, quand je le fais à l'oral, j'ai l'impression d'être brouillonne, de pas savoir exprimer ce que je ressens vraiment sans l'avoir préparé à l'écrit avant. Et donc, c'est ce que j'admire d'ailleurs chez des autrices d'essais, comme Lorraine Basside par exemple, ou même Taous Merakchi, qui est très en colère, qui est même peut-être plus vénère que moi, mais qui sait écrire vraiment et même parler de leurs propos de manière vraiment construite. Et moi j'ai l'impression que c'est juste un magma là qui est magma de colère, et j'ai besoin pour rester sur le magma, que ça sèche pour que je puisse éventuellement après sculpter pour pas que ça fasse des gobillages de meufs en colère. D'accord. Et oui, j'ai envie que ce soit entendable et pas en essayant de faire du politiquement correct pour épargner des susceptibilités, mais vraiment pour que ce soit construit, tout simplement. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu aurais un conseil pour des personnes qui aimeraient démarrer l'écriture, qui aimeraient commencer à écrire de la poésie ? Alors, lire de la poésie, c'est pas forcément pour s'en inspirer, parce que quoique même pour commencer, si on veut écrire à la manière de pourquoi pas écrire des haïkus par exemple, c'est bien d'en connaître pour connaître la métrique, pour connaître ce genre de choses. Si on a envie d'écrire de la poésie classique, j'ai envie de dire, avec les sonnets de quatrain, de tercet, etc., avec des alexandrins,
Il faut connaître, à mon avis, comment ça se construit, parce que c'est hyper intéressant à faire. Moi, c'est plus ce que j'ai choisi de faire. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais j'ai décidé de m'en affranchir. Mais si on est intéressé, je pense qu'il faut au moins savoir comment ça fonctionne pour voir comment manier la langue au final. Parce que c'est la poésie, en fait, ce sont des maths avec des émotions, grosso modo. La poésie classique, traditionnelle, entre guillemets. Et après, pour l'écriture de manière générale, il faut faire, en fait. Il faut pas, parce qu'on entend... pendant très longtemps, je me suis pas dite poétesse parce que ça faisait très pompeux, très présomptueux, parce que justement, j'avais en tête la poésie classique, les grands poètes du 19e, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, etc., qui sont des monuments de la littérature française. Et moi, à mon niveau, me dire poétesse à côté de ces monuments, voilà, ça se pose là, enfin, niveau... Mais après, j'ai décidé de partir... Enfin, j'ai découvert aussi la poésie contemporaine, qui est très, très développée dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, c'est un truc de fou, la poésie. Enfin, il y a des magazines de poésie, il y a des concours, il y a beaucoup d'oralité, puisque la poésie est très orale. Il y a des bars, des stand-up là où tu peux faire des scènes ouvertes. Des scènes ouvertes, exactement. Poésie, il y a des concours, il y a des prix. Le monde de l'édition de la poésie, c'est très développé. Et chez nous, ça reste encore soit très confidentiel, soit très, effectivement, l'image de la littérature française qu'il ne faut pas toucher. Alors qu'il y a énormément de poétesses, déjà de poétesses classiques qui existent et qui ont joué des règles pour partir sur leur terrain, en quelque sorte. Et elles ont défriché le chemin pour les poétesses modernes. Et il y a beaucoup de traductions. Je pense à Rupi Kaur, qui a écrit d'ailleurs aussi un livre sur l'écriture. Oui. C'est Comment se guérir soi-même à travers l'écriture. C'est absolument génial. Oui, c'est un livre d'exercice c'est ça. Qui est génial, qui est super. Vraiment, mais Rupi Kaur à découvrir absolument. J'ai adoré Lait et miel, qui reste, je pense, mon recueil poésie préféré de tous les temps. Est-ce que du coup, tu as des références, parce qu'on a très très envie du coup de lire de la poésie maintenant? Alors il y a Pauline Bilisari qui est en train de monter, entre guillemets, en tout cas sur les réseaux. Je sais qu'elle a été éditée en poche très très récemment, à l'heure où on enregistre ce podcast, pour ma maison en fleurs, je crois. Mais c'est vraiment... je me reconnais très fort dans sa poésie, parce que c'est vraiment l'écriture de l'intime, dans ce qu'elle peut avoir de plus personnel, vraiment. Enfin, voilà, moi je m'y reconnais beaucoup, parce qu'elle a traversé des phases d'anxiété très profondes. Ça parle de reconstruction, ça parle d'anxiété qu'on peut avoir au quotidien. Il y a aussi, après, il y a des poétesses plus engagées, comme Rim Battal, qui écrivent, que je connais moins pour le coup. Et après, c'est très difficile. Je pourrais te donner, pour mettre en note de ce podcast, des références. Mais oui, c'est vrai que je lis beaucoup. Et là, je suis en train de découvrir Rupi Kaur en anglais aussi. Parce que et la poésie en anglais, je trouve, à la fois très accessible et un peu plus directe qu'en français, où on va avoir tendance à enrober. Même la traduction française, je trouve qu'elle est un peu plus fournie. Parce qu'on parle d'une langue plus fournie en anglais en français qu'en anglais, par exemple. Mais ouais, ça va plus. Rupi Kaur va droit au but. Quand elle parle du viol, des attouchements, de l'inceste qu'elle a pu vivre, je crois qu'elle a subi de l'inceste, elle met les mots directement. Elle va pas passer par 4 périphrases et 5 synonymes. Voilà, elle parle... et c'est aussi, à mon sens, qui est la capacité de lire en anglais, c'est aussi un autre versant de la poésie qui, moi, en tout cas, nourrit ma façon d'écrire en français. Oui, c'est ça, oui. Ouais, moi, je trouve que la poésie en anglais, elle gagne vraiment à être écoutée. Oui, complètement. D'ailleurs, Rupi Kaur, dans son texte d'écriture, d'exercice d'écriture, parle de texte, en fait, qui peut durer 5-10 minutes à l'oral. Et à l'écrit, ça fait énorme, en fait. Les textes qu'elle publie à l'écrit sont pas du tout faits pour être lus en stand-up, parce que parfois c'est 4 vers. Mais il y a des textes, oui, qui durent plus longtemps, et c'est complètement différent. Oui, même le rythme de lecture en français et en anglais sont pas les mêmes.
et les déclamations qui se rapprochent du slam en France, parce que c'est de la poésie orale de slam, que je connais pas bien d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'intéresse mais auquel j'ai pas encore pris le temps de m'intéresser. Mais oui, c'est quelque chose qui est très très courant dans les pays anglo-saxons, surtout aux États-Unis il me semble, et au Canada. Mais oui, c'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi et qui véhicule encore plus d'émotions, je pense, parce qu'il y a la personne qui ressent ces choses qui est là face à nous. C'est pas juste du papier, c'est pas une interview d'une poétesse de Ropicore par exemple, non, c'est Ropicore qui est là, qui permet de tout se prendre dans la tronche. Et d'ailleurs, je me permets de rajouter une ref alors c'est un roman adolescent, young adult, qui s'appelle Signé Poétesse X ou Poète X, je sais plus exactement, et qui parle en fait d'une jeune fille qui est originaire de République dominicaine, qui est il me semble une très grosse population aux États-Unis, et qui est coincée entre sa famille qui est très catholique pratiquante, très traditionnaliste, et son envie d'écrire de la poésie dans laquelle elle dit tout ce qui va pas en fait, et au final elle brise ce qu'elle conçoit, les idées qu'elle se fait de sa famille, pour justement aller mieux tout simplement, se construire grâce à la poésie et oser participer à des scènes ouvertes où elle va balancer ce qu'elle a sur le cœur, encouragée par sa prof d'anglais il me semble, parce qu'effectivement elle a un besoin d'écrire qui est brimé alors par le carcan des traditions familiales en fait, et ou en tout cas l'idée qu'elle s'en fait, parce qu'elle se dit que sa mère va jamais supporter qu'elle fasse de la poésie, qu'elle participe à une scène ouverte, elle une jeune fille en plus. Non, une jeune fille c'est censé être doux, c'est censé garder ses émotions pour elle, c'est censé prendre soin, et là ce sont ce que la société attend des femmes. Ce n'est pas ce que je ressens pour les femmes, bien sûr. C'est pas ce que j'attends des femmes, je le précise. Et donc c'est hyper intéressant de voir la libération, d'assister à la libération. Je ne dirais pas comment se finit ce texte, mais c'était vraiment une super surprise, parce que je connaissais pas l'autrice. Ça montre aussi, pour reprendre ta question, sur comment se lancer dans l'écriture, c'est d'oser, en fait, c'est d'écrire. Se lancer dans l'écriture, c'est écrire. D'abord pour soi, parce que ce soit un journal en fait, et puis même si c'est pas de la poésie en vers rythmé, métré, etc., on s'en fout en fait. Faites ce qui vous fait plaisir, et c'est pas grave, vous serez pas Victor Hugo, vous serez pas Baudelaire, Osef, vous serez qui vous êtes, et puis c'est très bien en vrai. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Moi ça m'a mis des années avant de me donner le droit, vraiment c'est se donner le droit, se dire ok c'est bon, personne va popper ta prof de français si elle te dit que c'est pas de la poésie. Ta prof de français elle te dit aussi que les rideaux bleus ça veut dire que dehors il faisait beau, ou que ça traduit le mal-être mental de l'auteur. Non, en fait, c'est juste les rideaux étaient bleus. Donc il y a ça aussi, c'est pas forcément écouter ce que les gens, même bien intentionnés, ont à dire en fait. C'est un dialogue de soi avec soi, et à mon avis, il faut être raccord faut être aligné avec soi-même en fait. Pas se mentir, et savoir pourquoi on écrit aussi. Ouais, moi ce que je trouve absolument passionnant et très touchant en fait dans tout ce que tu nous racontes, c'est que j'ai l'impression que pour toi, puis les histoires qui toi te touchent, en tout cas celles que tu ramènes aujourd'hui là devant ce micro, c'est les histoires où l'écriture et la poésie, c'est source d'émancipation. Et en fait, c'est des histoires où la poésie est là avant tout pour se libérer soi-même des carcans, et puis de ses peurs, etc. Et dans un deuxième temps seulement, pour partager avec les autres. Oui, c'est carrément ça, c'est un travail aussi pour décrasser notre manière de voir les choses à travers la lecture, parce que moi je pense que pour écrire il faut lire. Pour être à l'aise en tout cas dans l'écriture, il faut savoir connaître un peu des codes, même si on s'en affranchit, je pense qu'il faut connaître les codes pour pouvoir s'en affranchir, qui est un peu paradoxal peut-être, mais c'est en sachant ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire officiellement pour savoir ce qu'on peut justement outrepasser, parce que si on connaît pas les limites, ça sert à rien de les à mon sens ça sert à rien de les outrepasser. Et c'est aussi
Alors moi, je vois l'écriture comme un moyen de gratter aussi dans mes pensées, dans ma psyché. C'est peut-être un grand mot, mais dans ma psyché, pour savoir ce qui peut en sortir et comment être ok avec mes émotions. Comment pour moi mieux appréhender les émotions qu'en les écrivant, en les posant, en pouvant les regarder. Droit dans les yeux, si tant est que les émotions sur papier aient des yeux, mais c'est un face-à-face avec soi-même via le papier. En fait, c'est comme un miroir, en quelque sorte, sur lesquels on peut prendre le temps d'analyser et de sortir du tourbillon de pensées, de la tornade de pensées qui est, moi en tout cas, que j'ai tout le temps en tête, et de pouvoir extraire ça, le poser, ok c'est là, c'est toujours dans ma tête parce que je sais pas, comme la pancine de Dumbledore, hein, je me sors pas j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible, désolée, mais au moins de les poser et de dire ok, ça c'est là, c'est comme ça que j'envisage les choses, maintenant je peux passer à autre chose parce que je sais, j'en ai fait le tour en quelque sorte, et même si ça revient comme le sujet de la colère par exemple ou de l'anxiété, et à chaque fois c'est sous un angle un petit peu différent, et donc ça me permet de moi mieux me connaître et savoir pourquoi je réagis comme ça, quelle forme ça va prendre, et comment aussi je peux, dans le cadre toujours de la colère, comment je peux agir pour m'engager, dans quelle mesure avancer. C'est absolument passionnant. Écoute, ça me donne limite envie d'écrire de la poésie, mais même si clairement. Même si moi c'est pas mon domaine de prédilection, la poésie. Mais il faut trouver le tien. Mais il y a tellement de moyens d'expression, que ce soit l'écriture ou autre, hein, d'ailleurs. Même la lecture, hein, je pense que nos choix de lecture, c'est pas anodin. C'est pas même qu'on lise de la littérature japonaise qui est réputée feel good, où on dit qu'il se passe rien. En fait, peut-être ça répond à un besoin, et nos lectures, en fait, c'est aussi une manière de faire. Alors c'est pas on crée rien entre guillemets, mais si en fait on se crée quelque chose en soi qui nous construit, parce qu'on se construit à travers plein de choses, dont nos lectures. Donc, ouais. Et même si c'est pas la lecture ou l'écriture, le monde du livre, ça va être, je sais pas moi, la broderie, le tricot, la cuisine, le chant, la danse, enfin voilà, il y a tellement de moyens d'expression que même si c'est pas la poésie, c'est pas grave. En vrai, il y a d'autres moyens, il y a vraiment, il faut le trouver. C'est trop bien. C'est trop bien. Merci 1000 fois Mathilde pour tout. Je t'en prie. Tout cet échange c'est incroyable. Est-ce que tu as quelque chose dont tu aimerais parler, qu'on n'a pas encore abordé ? Non, je veux bien qu'on continue de parler de lecture et d'écriture pendant des heures, il n'y a aucun problème. Mais il y a des gens qui nous attendent. Exactement. Et puis ce podcast n'est pas censé durer des heures et des heures. Voilà, ce n'est pas un long métrage, c'est un podcast. Non, vraiment, c'est plutôt un conseil, c'est vraiment faites ce qui vous plaît, quoi. Faites ce qui vous parle, et puis le regard des autres, c'est facile à dire, j'en ai conscience. Mais oui, faites ce qui vous plaît, quoi. Faites ce qui vous porte, et de toute façon, ça viendra. Ça viendra d'un moyen ou un autre. En tout cas, c'est comme ça que moi, ça a fonctionné. C'est que ça grattait à l'intérieur de ma tête, et puis jusqu'à ce que je retrouve plutôt la poésie, dont je m'étais coupée pendant plusieurs années, comme moyen d'expression, et là, ça va beaucoup mieux. Enfin, je suis beaucoup plus ok, c'est pas fini, mais je suis beaucoup plus ok avec moi-même et avec mes émotions, en les exprimant. Et donc, il faut trouver un moyen d'expression. Si c'est ce qui porte, il y a des gens que ça n'intéresse pas forcément, mais même les gens qui se disent pas créatifs, pas ci, pas ça, en fait ils ont des moyens d'expression qui sont le jardinage, voilà, le bricolage, exactement, c'est ça. Et c'est alors les gens qui, voilà, je crois pas que personne n'est créatif. On a tous la créativité, et on nous a fait croire que la créativité c'était savoir peindre ou savoir chanter. Non, en fait c'est n'importe quoi. Enfin, rien que penser de manière un peu différente de son voisin, c'est de la créativité à son échelle. Voilà. Donc c'est vraiment trouver sa manière de s'exprimer qui est importante. Quelle que soit la manière. On peut même collectionner des timbres, voilà, c'est de la créativité. Il n'y a pas de problème. Hein, donc trouvez votre moyen de vous exprimer par la créativité, le vôtre à vous spécifiquement. Exactement.
Eh ben, c'est une merveilleuse conclusion. Je te remercie immensément. Vraiment, c'était un plaisir. super agréable. Je glisserai un petit mot pour remercier Lucille qui nous a permis d'enregistrer ce podcast parce que Mathilde, tu vis bien loin de la Normandie, malheureusement. Exactement. Et du coup, c'était vraiment très chouette de pouvoir discuter avec toi de tout ça. C'est un plaisir. À très bientôt, et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien, et surtout, j'espère que ça vous a donné énormément d'envie de lecture. Moi, personnellement, je pense que je vais aller explorer Becky Chambers, et puis beaucoup de poésie. Mathilde me fait oui de la tête. Il faut. Et voilà, donc plein de belles lectures, et à très vite pour un épisode de podcast.